Nous serons avec notre envoyé spécial Sanassi Keita pour les détails. En image qu'on a écrit en 2040, une vision du président de la République. Le projet évolue et ce mardi, les techniciens l'ont présenté au gouvernement. Le point dans ce journal. Et puis nous irons dans les locaux de la bibliothèque d'Ibril Tamsir Niane. La page de l'incendie se tourne. Les nouvelles installations sont inaugurées par le ministre de la Culture. Bonsoir, merci de regarder la télévision nationale. Ce qui concentre l'attention ce soir, je vous amène à New York où s'est ouverte la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. L'accent est mis cette année sur la paix et une vie décente pour tous sur une planète préservée. Priorité à l'être humain. Le chef de l'État prend part aux travaux et ce mardi, il a passé son message à la tribune des Nations unies en qualité de présidente en exercice de l'Union africaine. Les détails avec notre envoyé spécial, Sanassi Keita. La 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte ce mardi 19 septembre 2017. Elle est axée sur le thème « Priorité à l'être humain ». Paix et vie décente pour tous sur une planète préservée. Le président en exercice de l'Union africaine, en compagnie d'une importante délégation, rehausse de sa présence ses assises de New York. Une occasion pour Professeur Alpha Condé, du haut de cette tribune des Nations Unies, de montrer à la face du monde la place de l'Afrique. Aujourd'hui, décidé à prendre son destin en main. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand honneur en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine que je prends la parole dans ce creuset de multilatéralisme pour m'adresser à cette auguste assemblée réunie autour du thème « Priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée ». Thème d'une pertinence particulièrement pour le continent. D'emblée, Monsieur le Président, je tiens à vous exprimer mes chaleureuses félicitations suite à votre élection à la présidence de la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale. Je ne doute point du dynamisme que vous imprimerez à nos travaux dans la perspective de renforcer l'action de votre prédécesseur, M. Peter Towson, à qui nous rendons un vibrant hommage pour avoir fait de l'Afrique sa priorité, donnant ainsi une impulsion remarquable à la mise en œuvre de l'agenda du développement 2030. Monsieur le Président, l'Afrique, jadis subjuguée, corvéable et malléable à dessein, et marginalisée, s'est éveillée. Elle s'est dressée pour mener le combat du développement durable, de la justice et de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique est décidée à prendre son destin en main avec la ferme détermination d'être l'acteur principal de son développement et de jouer pleinement son rôle dans la gestion des affaires internationales. Certes, la tâche ne sera pas aisée, mais nous avons foi car nous avons la potentialité et les atouts nécessaires pour hisser notre continent au rang des plus grands sur la scène internationale. Dans cette optique, l'Afrique tend une main sincère et amicale à tous les partenaires de bonne volonté, conscient qu'il n'y a pas de bonheur véritable que lorsqu'il est partagé, qu'il n'y a de richesse que lorsqu'il est équitablement réparti, qu'il n'y a de partenariat viable et porteur que lorsqu'il est d'égal à égal, qu'il n'y a de paix véritable que lorsqu'il est inclusive, qu'il n'y a de développement durable que lorsqu'il respecte et consolide la dignité des peuples. Monsieur le Président, l'interdépendance des défis auxquels l'humanité est confrontée nous impose un changement de paradigme dans nos perceptions et actions, notamment en ce qui concerne l'Afrique, dont les priorités doivent être appréhendées non par empathie, mais plutôt par pragmatisme, car il n'y a plus de destin isolé dans ce monde. Les flux massifs de réfugiés, les migrations à grande échelle, les catastrophes naturelles, les grandes pandémies qui interrogent aujourd'hui notre conscience collective constituent la triste illustration de cette réalité. Cette nouvelle approche devra mettre davantage l'accent sur l'être humain et la restauration de sa dignité si nous voulons éradiquer la pauvreté et atteindre les objectifs de l'agenda 2030 et 2063 de l'Union africaine. L'adoption de l'agenda 2030 au plan international et de l'agenda 2063 au plan régional
constitue une grande avancée dans notre lutte contre la pauvreté, prouver que nous respectons nos engagements. Monsieur le Président, le retard de l'Afrique n'est pas une fatalité. L'Afrique a été le continent le plus dynamique aux 7 dernières décennies. Selon les prévisions du Fonds monétaire de la Banque mondiale, cette croissance se poursuivra en dépit de la chute des prix des matières premières fixées en dehors du continent et dont nos économies restent fortement dépendantes. Face à cette situation, nous devons diversifier nos économies et les rendre plus résilientes à travers davantage d'investissements dans des secteurs véritablement porteurs et croissants durables tels que l'agriculture, les infrastructures, les technologies de la communication et de l'information et l'énergie. L'industrialisation et la transformation structurelle auxquelles l'Afrique aspire est tributaire de nos accès à l'énergie, mais surtout de l'intégration économique du continent à travers la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale prélude au marché commun africain. La soif de prospérité des Africains, portée avec beaucoup de dynamisme et d'énergie par sa jeune population, et appréhendée avec vigueur par les dirigeants africains qui ont décidé de consacrer le thème de l'année 2017 de l'Union africaine à la jeunesse et de proclamer la période 2018-2027, décennie africaine pour la formation et l'emploi des jeunes dans les domaines techniques, professionnels et entrepreneurial. L'Union africaine s'est résolument engagée à trouver des solutions pérennes aux nombreux défis auxquels les jeunes sont confrontés en vue de faire de cette couche sociale qui représente 70% de notre population le véritable moteur de développement de notre continent. Cela constitue le gage de la stabilité, de la sécurité, de la paix et du développement harmonieux et durable de notre planète. Aussi, je n'aurai de cesse de plaider en faveur de l'initiative africaine visant au recrutement, à la formation et au déploiement de 2 millions d'agents de santé communautaires sur l'ensemble du continent. J'appelle la communauté internationale à soutenir cette initiative qui permettra à la fois de créer des emplois décents, prévenir les pandémies et d'assurer le bien-être de nos populations. Monsieur le Président, l'Afrique a décidé de se prendre en charge et de parler désormais d'une seule voix pour trouver des solutions pérennes à ces problèmes. La désignation des chefs d'État champions permet aujourd'hui à l'Union africaine de parler d'une seule voix sur les questions essentielles. Nous avons entamé un processus de réforme institutionnelle pour renforcer l'efficacité de notre organisation, rationaliser son action, raffermir son autonomie politique, économique et financière, lui permettant ainsi de jouer un rôle d'avant-garde sur la scène internationale. La décision de Kigali visant à prélever 0,2% sur les importations éligibles en vue des financements de l'Union africaine participe de cette volonté de l'Afrique d'assumer ses responsabilités. La main vaine, nous sommes déterminés à œuvrer pour l'extinction des foyers de tension en Afrique par la promotion du dialogue et des solutions africaines. Nous exerçons la communauté internationale à inscrire son action dans ce credo, notamment en Libye, République centrafricaine, République démocratique du Congo ou encore au Burundi, où certaines initiatives parallèles inhibent le retour de la stabilité. Le président en exercice de l'Union africaine a par ailleurs dénoncé l'injustice du Conseil de paix et de sécurité des Nations unies, concernant surtout la place que l'Afrique doit occuper en son sein. L'Afrique ne doit plus rester en marge des décisions qui la concernent. Pour ce faire, elle entend œuvrer à la mise en place d'une architecture internationale capable d'opérer les changements légitimement attendus par le peuple. Le Conseil de sécurité des Nations unies, qui a la responsabilité primaire du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, ne reflète plus les réalités actuelles. Comment comprendre que l'Afrique, qui constitue la 3e puissance démographique du monde, ne soit pas représentée à un niveau approprié au sein de ce Conseil de sécurité, alors que 70% des questions y débattues concernent l'Afrique? Il est temps de réparer cette injustice qui n'a que trop duré. Nous réitérons la pertinence de la position commune africaine telle que contenue dans le consensus des Nations Unies. Nous exigeons l'élargissement du Conseil de sécurité
dans les deux catégories de membres, dont 2 sièges permanents et un total de 5 sièges non permanents pour l'Afrique, choisis par l'Union africaine. Aussi, à défaut de l'abolition du veto, les nouveaux membres permanents du Conseil de sécurité devront avoir les mêmes prérogatives et privilèges que les membres actuels. Monsieur le Président, dans la gestion des crises et conflits qu'affectent l'Afrique, l'Union africaine privilégie l'approche régionale. Le partenariat entre les Nations unies et l'Union africaine doit en cela s'inscrire dans une dynamique de renforcement des capacités d'action des régions, celle à même de mieux comprendre les causes profondes des crises et conflits et de retrouver des solutions idoines. À cet égard, la résolution 2359 adoptée en 2017, relative au déploiement de la force conjointe du G5 Sahel, constitue un jalon important vers la concrétisation du partenariat que nous ambitionnons sur les questions de paix et de sécurité en Afrique. Je voudrais renouveler notre appel en vue de la mobilisation effective des ressources indispensables à l'opération de cette force. L'Union africaine ne ménagera aucun effort pour faire face à sa responsabilité de contribuer à hauteur de 25% au financement des opérations de maintien de la paix en Afrique, mandatées par le Conseil de sécurité, dans la perspective de faire taire les armes à l'horizon 2020. Nous nous réjouissons en cela de la vision du secrétaire général, M. Antonio Guterres, mettant au cœur de son action la quête de la paix, en accordant une attention particulière à la diplomatie préventive. L'Union africaine adhère totalement à l'approche privilégiant la prévention, la médiation, la promotion du dialogue et des solutions politiques pacifiques et la condition de la paix, car moins coûteuses que les opérations de maintien de paix, dont l'efficacité suscite beaucoup d'interrogations. Nous encourageons l'élan de réformes engagé par vous, M. Guterres, notamment la restructuration de l'architecture de paix et de sécurité, tout en rappelant qu'une réforme globale de l'ONU, pour qu'elle soit viable et effective, doit être inclusive de tous les États membres qui doivent pouvoir apporter leur contribution à travers les processus intergouvernementaux dédiés. S'agissant du terrorisme et des extrêmes violents, l'Union africaine condamne avec la plus grande fermeté les actes barbares qui ont frappé le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Royaume-Uni, l'Espagne, la France, l'Iran, et réitère sa profonde sympathie et sa solidarité au gouvernement et au peuple affectés par ces crimes odieux. L'Union africaine estime que seule une coopération internationale accrue, notamment dans l'échange d'informations et de renseignements, permettra de faire face à ces fléaux et de tarir ces sources de financement. Il va sans dire que nos objectifs ne seront pleinement atteints que si des efforts supplémentaires sont déployés pour éduquer la pauvreté, l'exclusion et la radicalisation. On ne peut espérer vaincre définitivement le terrorisme qu'en mettant fin à la pauvreté, car le terrorisme fleurit sur la pauvreté. D'où la nécessité pour l'Afrique de maîtriser l'énergie, développer des infrastructures en vue d'assurer son développement inclusif. Monsieur le Président, comment rester silencieux face au supplice quotidien du peuple palestinien victime de l'occupation? L'Union africaine réitère son soutien défectible au peuple martyr de Palestine dans sa lutte légitime pour la réaffirmation de son droit inaliénable à l'indépendance. L'Afrique demeure convaincue que toute solution viable et durable au conflit israélo-palestinien passe nécessairement par la création de deux États vivant côte à côte en toute sécurité dans les frontières sûres internationalement reconnues sur la base de celles d'avant 1967. Aussi, nous demeurons profondément préoccupés par la situation qui prévaut dans la péninsule coréenne et nous appelons toutes les parties à la retenue. Nous réaffirmons notre engagement en faveur d'une dénucléarisation totale de la péninsule, conformément au traité de non-prolifération nucléaire. Monsieur le Président, le XXIe siècle sera sans doute un siècle où les Africains vont davantage compter et de façon décisive. Car il y a un sentiment de plus en plus marqué chez les dirigeants et la jeunesse africaine que l'heure du renouveau est venue. Les femmes et les jeunes africains sont déterminés à écrire une nouvelle page de l'histoire de l'humanité. Donnons-leur cette opportunité où ils apprendront d'eux-mêmes. Ensemble, construisons donc une mondialisation plus humaine et plus positive. Rendons notre planète plus sûre et préservons-la.
Pour ce faire, l'agenda 2030, le plan d'action d'Addis Abeba et l'accord de Paris sur le climat nous servent de cadre de référence. Œuvrons à leur mise en œuvre effective. Je ne serais terminé sans lancer un appel pressant à la communauté internationale pour une meilleure assistance à la Sierra Leone, affectée par l'une des pires catastrophes naturelles de son histoire. Nous exprimons une nouvelle fois notre compréhension et notre solidarité au peuple et au gouvernement de ce pays. Frères, je vous remercie. Toutes les questions liées au développement socio-économique et politique du continent ont été évoquées ici par le président en exercice de l'Union africaine. Mais Professeur Alpha Condé a surtout mis un accent particulier sur les femmes et les jeunes, une couche importante du continent qui retient l'attention aujourd'hui de tous les dirigeants. Je vous l'annonçais en titre, comment sera Conakry en 2040? Des experts travaillent sur le schéma directeur de réaménagement de Kaloum et des îles de Los, un programme ambitieux baptisé Grand Conakry 2040. Il a été présenté en images ce mardi au gouvernement. Voyons tout cela avec notre reporter Saint-Martin Fancinadeno. Kaloum, une perle aujourd'hui occupée de façon anarchique. Des baraques qui débordent sur les trottoirs et rues, des immeubles qui n'obéissent pas aux plans architecturaux. La ville s'étouffe. Dans la mise en œuvre de Grand Conakry 2040, la ville aura son centre d'affaires et des zones d'habitation et des loisirs bien définis. Après 8 mois d'études, l'APIB, l'Agence pour la promotion des investissements publics et un cabinet international finalisent le nouveau schéma directeur de réaménagement de Kaloum et des îles de Los. Ce projet pharaonique va améliorer la mobilité urbaine et transformer les quartiers précaires en quartiers attractifs où les espaces publics et le front des mers seront pour tous. Alors les 3 phases, ça prévoit en fait différents projets sur différentes temporalités. La première temporalité qui est une temporalité à échelle 2 à 5 ans sur des projets de réaménagement de l'espace public. Une phase à échelle, on va dire moyenne, à moyen terme, sur des réaménagements d'un foncier disponible déjà à Kaloum. Et puis une vision à très long terme sur le réaménagement de l'ensemble des berges de Kaloum. Avec toute une stratégie de développement socio-économique qui est rattachée à ce schéma directeur avec un développement des infrastructures, que ce soit de transport, des infrastructures aussi d'assainissement, d'adduction en eau et des développements immobiliers à long terme. La présentation de ces schémas directeurs mobilise les techniciens des ministères de la Ville et de l'aménagement du territoire, des travaux publics, de l'environnement et de l'Agence pour la promotion des investissements publics. Tous travaillent à mieux contrôler le développement des berges en vue d'anticiper sur la montée de la mer ainsi que sur les équipements publics prévus. Quand l'immobilier va, tout va. Donc l'immobilier permet véritablement de faire travailler tout un écosystème. Avec ce plan directeur de réaménagement de Kaloum et des îles de Los, nous avons la possibilité d'avoir des projets bancables qu'on peut présenter aux investisseurs pour le redéveloppement de Kaloum, notamment avec l'habitat social, mais c'est également des commerces et des bureaux. Donc il y a des projets concrets. Ce que souhaitent tous les Guinéens, c'est d'avoir un cadre de vie décent et faire en sorte que notre capitale soit la plus belle capitale du monde. Ce que l'APIB fait, ce que le gouvernement fait, c'est de chercher des partenaires qui sont capables de nous donner une vision, une vue d'une ville qu'ils souhaitent et qui pourrait être un coin, qui pourrait être une ville agréable. Sur les îles, il est prévu la création d'une destination touristique. À Kaloum, le musée national connaîtra une extension, les boulevards et avenues réaménagés. Un gros challenge pour le président de la République. Dans les jours à venir, ce schéma directeur sera exposé au Palais du Peuple pour que le grand public se projette dans sa ville dans une vingtaine d'années. L'hôpital international indo-guinéen de Bessia prend forme progressivement. On estime à 80% le niveau d'exécution des travaux. Le centre hospitalier se fixe pour défi de limiter les évacuations sanitaires. Le ministre Albert Damantan Camara s'est rendu sur le chantier, accompagné des responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le point avec Maurice Sidibé. C'est le bâtiment principal du futur complexe hospitalier international de Conakry. L'hôpital indo-guinéen.
Il abritera des spécialités aussi pointues que la radiographie, la cancérologie, la neurologie et bien d'autres. Cet hôpital moderne de 200 lits devrait être fonctionnel à la fin de l'année. Les travaux de réalisation de l'infrastructure sont exécutés en ce moment à 80% par une entreprise indienne et guinéenne. Je suis très reconnaissant à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui m'a donné la chance de réaliser cet hôpital, qui devra dans les meilleurs délais être une fierté pour les Guinéens, parce qu'ils ne se rendront plus à l'extérieur pour se soigner, mais plutôt ils vont recevoir des étrangers qui auront besoin de se soigner dans cet hôpital. Dans ce futur centre sanitaire à dimension sous-régionale, les opérations d'hospitalisation seront effectuées ici au bloc A. Selon quelques spécialistes, cet hôpital va aider à réduire les évacuations sanitaires à l'étranger. L'hôpital n'est pas conçu que pour les assurés sociaux. Il est conçu pour tous les Guinéens et pour tous les malades, quelle que soit leur origine, qui viendront se faire diagnostiquer, se faire soigner dans cet hôpital. L'équipement sera ultra moderne, de dernière génération, avec des médecins compétents et une formation continue pour des médecins qui vont y travailler. J'ai pu voir de manière concrète le travail gigantesque qui est en train d'être accompli pour répondre à une des préoccupations majeures du président de la République, le professeur Alpha Condé, à savoir fournir aux populations guinéennes des infrastructures sociales de base de qualité. Aujourd'hui, je crois qu'on se rendra vite compte que dans la sous-région, cet hôpital devient un hôpital de référence et c'est le lieu pour moi vraiment de remercier la Caisse nationale de sécurité sociale, son directeur général et le président du conseil d'administration qui sont personnellement, je dirais même physiquement engagés à ce que cette œuvre gigantesque soit accomplie. C'est vraiment un acquis important pour notre pays. Depuis 10 ans, les travaux de construction de cet hôpital se sont accélérés. Il mettra en exergue la portée de la coopération médicale entre l'Inde et la Guinée. Un institut de formation sera mis en place pour le transfert des compétences. Même si aucun chiffre n'est donné, le coût de financement de cet hôpital s'élève à plusieurs milliards de francs guinéens. Je vous amène au Fouta. Là-bas, les paysans sont choqués. En cause, les chenilles légionnaires envahissent les champs de maïs pendant que la pomme de terre est touchée parce que les spécialistes appellent la maladie Mildon. Conséquence, la production est réduite cette année. Comment freiner ces attaques? Une mission du ministère de l'Agriculture s'est rendue sur place. Regardons ce reportage de nos envoyés spéciaux dans la région. Adama Traoré, ces images sont commentées par Aboubakar Junior Kamara. Des champs de maïs et de pommes de terre dévastés en Moyenne-Guinée. Ces dernières années, des chenilles légionnaires et la maladie Mindiou sont devenus les pires ennemis des paysans du Fouta. Conséquence, la production baisse considérablement. Une mission du ministère de l'Agriculture est venue évaluer les pertes. L'année dernière, ça s'élevait aux alentours de 50 milliards. Au départ, mais après ça s'est accentué bien sûr, car l'année dernière la Fédération des paysans du Fouta avait fait venir un expert français pour parler de ce mildiou, pour voir pour confirmer si c'est le mildiou ou pas. Et on avait pris des échantillons aussi envoyés dans différents laboratoires qui ont confirmé le mildiou. Et conséquence, on a importé un produit anti-mildiou, on a importé deux produits, un préventif et un curatif. Cette espèce de chenille, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est une nouvelle espèce pour le pays. Et lorsqu'elle est arrivée, les gens ne se connaissaient pas et cela a posé tous les problèmes. Comme les producteurs l'ont fait, ils ont testé plusieurs produits sans succès, parce qu'ils ne connaissent pas simplement pas la biologie de cet insecte. Les chenilles, elles viennent de l'éclosion des œufs qui sont pondus par des papillons. Pendant 3 à 4 jours, les chenilles restent exposées. Mais après ce délai, donc les chenilles rentrent à l'intérieur de la plante même. Et aucun produit, sauf les produits systémiques, ne peut les atteindre lorsqu'elles atteignent. Donc la solution, c'est de sensibiliser les producteurs
pour plus de vigilance, plus de veille sur leurs plantations, pour intervenir quand les chenilles sont encore exposées. À Dalaba, par exemple, la campagne de cette année a démarré par la mise en place des cultures maraîchères et céréalières. Malheureusement, au mois de mai, il y a eu une réapparition des chenilles dans les sous-préfectures de Ditine, Kébali, Miti et Mombeya sur 500 hectares. Outre le mindiou sous la pomme de terre, d'autres maladies sont apparues dans les cultures maraîchères. Et les inondations dans les plaines de Mansaya et Wansan ont augmenté le nombre de producteurs touchés à 370 paysans. Il fallait voir justement avec les paysans quels sont les problèmes qu'ils ont, quelles sont les solutions éventuelles que nous pouvons apporter pour que justement cette activité se déroule dans les meilleures conditions possibles. Le désenclavement des zones de production, la réalisation des ouvrages de retenue d'eau, la construction des magasins frigorifiques pour la conservation des produits et la mise à disposition des produits phytosanitaires de qualité sont attendus par les producteurs de la moyenne Guinée. La Guinée s'active dans la lutte contre la prolifération des déchets chimiques prohibés. À la faveur d'une rencontre à Conakry, les autorités vulgarisent le contenu et les objectifs des conventions internationales relatives à la circulation de ces déchets nuisibles à la santé. La rencontre réunit les acteurs qui sont sur la première ligne de cette lutte, à savoir les douaniers et les magistrats. Reportage signé Ousmane Ba, Mamadou Alpha Baldé. La prolifération des déchets chimiques est galopante dans de nombreux pays africains. Souvent inconnus du grand public, ces déchets constituent une véritable menace de santé publique. Pour contrôler et limiter leurs importations, la Guinée mobilise des représentants de la douane et de l'appareil judiciaire pour une meilleure connaissance des textes en la matière. Les chimiques dangereux, les POPs, peuvent avoir des conséquences sur la santé, sur l'environnement, et il est bon que les magistrats, lorsqu'ils rendent leurs décisions pour les juges, ou lorsqu'ils déclenchent l'action publique pour les parquetiers, puissent comprendre quelles sont les normes qui sont applicables. De la même manière que les douaniers qui sont appelés à faire le contrôle de l'importation et de l'exportation de tout ce qui est marchandises. Et vous savez que les produits chimiques et les POPs sont dans la catégorie générale des marchandises, malgré leur caractère assez toxique et nuisant quelquefois. Ici, il sera question d'échanger avec ces magistrats et douaniers venus de tout le pays sur le contenu des conventions de Bâle, Stockholm et Bamako qui interdisent la circulation et l'importation des produits chimiques prohibés. S'il y a la volonté politique pour adhérer, l'Assemblée nationale l'a ratifié. Monsieur le Président de la République a promulgué ces différentes conventions et les Nations Unies nous ont pris comme pays partie, donc nous avons des obligations vis-à-vis de ces conventions. Donc pour mettre en œuvre cette convention, il faut que toutes les parties prenantes soient outillées, soient formées pour les mettre en œuvre. La mise en application des enseignements de ces 3 jours de travaux permettra de freiner de façon durable l'importation et la circulation des produits chimiques dangereux. Actualité nationale en bref, ouverture ce mardi de la 2e session ordinaire du Conseil économique et social. Pendant ce temps, le président de l'Assemblée nationale reçoit le représentant résident de la CEDEAO et le secrétaire exécutif du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, alors que le projet jumelage pour l'hygiène hospitalière vient de doter les comités d'hygiène de kits informatiques et mobilier de bureau. C'est une compilation commentée par Al-Gassimouba. Après 3 mois de vacances, les membres du Conseil économique et social se retrouvent pour la 2e session ordinaire 2017. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre conseiller chargé des relations avec les institutions constitutionnelles. Au cours de cette session, les 4 commissions de travail du Conseil économique et social vont traiter chacune un thème d'autosaisine. Ils vont réfléchir sur des sujets importants qui concernent le pays, tels que par exemple l'autonomisation de la femme, tels que sur le plan économique et tant d'autres. Maintenant, les autosaisines, c'est sur les problèmes d'actualité de l'heure.
que vous voyez. Et pour donner une nouvelle vision, pour donner un bon chemin, pour prendre des bonnes décisions, nous enverrons les avis et les recommandations à l'exécutif, particulièrement au chef de l'État et à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience la représentante résidente de la CEDEAO. Les personnalités ont échangé sur les questions liées à l'appui de la commission de la CEDEAO et la problématique de l'avancée du désert. La vision 2020 de la CEDEAO qui est notre objectif, c'est-à-dire passer de la vision de la CEDEAO des pays à la CEDEAO des peuples. Et donc faciliter une intégration régionale permettant la libre circulation des biens des personnes, l'emploi des jeunes, le développement de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures. Il faut se mettre ensemble et c'est ce que la CEDEAO essaie de faire. Après le passage d'Ebola, le renforcement du cadre de travail des agents de santé dans les structures sanitaires du pays est devenu une priorité pour les autorités. D'où la création de comités hygiène et sécurité dans les hôpitaux. Et pour rendre plus fonctionnels ces comités, le projet Jumelage pour l'hygiène hospitalière les dote de kits informatiques et mobilier de bureau. Estimés à $20 000, ces kits seront repartis entre les différentes structures sanitaires du pays et devront servir à mieux planifier des projets et collecter des données sanitaires. C'est officiel, l'opposition républicaine va tenir son meeting ce mercredi à l'esplanade du stade du 28 septembre. Ces leaders ont échangé avec le gouverneur de Conakry, les services de sécurité et des responsables du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. La préservation de la paix et de la quiétude sociale était au menu des échanges. Écoutons le général Mathurin Bangoura au micro de nos reporters Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. C'est l'occasion pour moi de demander à tous les extrémistes de tous les bords que cette marche qui a été autorisée par le gouverneur de la ville de Conakry, c'est pour qualifier la démocratie. Ce n'est pas le lieu pour les gens de se donner. Nous sommes tous des Guinéens. Alors qu'on parle de la marche de l'opposition et que les gens se lèvent pour dire ceci, pour dire cela, pour inciter les gens à la violence. Voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'il était opportun à chaque fois que prochainement il y a une autre marche qui est prévue, que nous nous retrouvons pour qu'on puisse prendre des dispositions sécuritaires pour nous éviter des déboires. Je vous amène à Bamako. La capitale malienne célèbre les 20 ans d'existence du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage au Mali. Le forum mobilise plus de 300 invités venus de 12 pays, organisé en réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. Reportage sur place de notre envoyé spécial Moussa Komara. L'expérience guinéenne à l'échelle sous-régionale. Au niveau du perfectionnement professionnel, l'Office national des formations est invité à Bamako pour célébrer 20 ans d'expertise. Ici, les réussites seront présentées, les bonnes pratiques des gestions seront vulgarisées et la question du financement de la formation professionnelle sera débattue. L'idée qui sous-tend cette invitation, c'est de venir expliquer à tous les fonds présents comment est-ce que l'ONFP a réagi ces 3 dernières années pour apporter une nouvelle vision, une nouvelle mission. Quels sont les rapports de l'ONFP avec sa tutelle, quel est le degré d'autonomie de l'ONFP, comment se collectent les fonds, les contributions perçues par l'ONFP, comment elles sont reparties, comment elles sont gérées. Nous allons expliquer les jours suivants tout ce que nous faisons à Conakry et en Guinée. Pour le fonds malien, l'objectif étant de capitaliser toutes les expériences possibles afin de structurer les partenariats autour du développement du capital humain. L'exemple guinéen permettra de développer une stratégie dynamique dans la satisfaction des attentes du public cible. Le cas guinéen est très particulier parce qu'aujourd'hui, au niveau de la Guinée-Conakry, le recouvrement de la taxe de formation qui sert de ressource principale au fonds se fait de façon directe. Ça ne passe pas par un circuit public, les impôts, le trésor, etc. C'est vraiment de façon directe avec la collaboration des usagers. Donc cette expérience est capitale parce que ça permet de rendre fluide notre intervention. Et nous voulons nous en inspirer aujourd'hui. L'enjeu des appuis techniques est d'accroître la compétitivité des entreprises.
Le président du réseau africain et du Fonds de formation professionnelle invite dans ce sens ses pairs à converger les idées vers le partenariat public-privé pour booster la croissance dans les pays de la sous-région. Le défi, c'est d'amener les gens à comprendre que la formation professionnelle, c'est un investissement. Ce n'est pas une charge, c'est un investissement. Donc il faut investir dans la formation professionnelle pour que plus tard, on ait les résultats. Plus de 350 participants venus des pays membres du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle prennent part à ce rendez-vous de Bamako. On termine avec cette nouvelle image de la bibliothèque Djibril Tamsir Niane. Après un incendie qui avait ravagé les installations, la page se tourne. La bibliothèque est totalement réhabilitée par le président de la République et le centre est inauguré par le ministre de la Culture, comme le montre ce reportage de Marie-Angélique Bangoura. Ils se sont aujourd'hui soulagés. Le doyen Djibril Tamsir Niane revoit son patrimoine reconstitué en partie. L'année dernière, les flammes avaient tout détruit dans cette bibliothèque. 2 salles de lecture, un magasin et un bureau, tout ou presque avait été réduit en cendres. Le gouvernement avait alors promis de remettre à neuf cette infrastructure culturelle. Dans l'après-midi du lundi, le ministre Bantamasso est venu inaugurer le joyau. C'était un acte presque inattendu. Et il y avait là une matière à surprise. Le président de la République qui prend tout de suite à charge la réflexion, la réhabilitation de la bibliothèque Djibril Tamsir Niane, une bibliothèque privée. Il l'a fait, je le sais, parce que connaissant parfaitement la situation de la Guinée, où manquent les livres, où manquent tous les effets techniques pour la mise en place du savoir. Il a donc pris tout de suite sa responsabilité et je l'en suis vraiment reconnaissant. La reconstruction de la bibliothèque Djibril Tamsir Niane rappelle la situation de la Bibliothèque nationale. L'édifice principal avait été livré l'année dernière, mais des travaux d'aménagement complémentaires sont encore à réaliser à l'espace 2 août de Donka. Le ministre s'indigne de la situation et son porte-parole fait un constat alarmant. La bibliothèque nationale de Donka, c'était la première visite de son Excellence Monsieur le ministre, mais ses impressions n'étaient pas bonnes par rapport aux travaux de finition. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de choses à revoir avant que cette direction ne déménage dans cette bibliothèque. Donc, à ce niveau, un conseil imminent va se tenir dans les jours à venir pour revoir encore comment remettre les choses à l'État. Le ministre de la Culture va poursuivre des visites de terrain et multiplier des contacts avec des pays amis pour redonner un nouveau souffle à un secteur qui s'étouffe malgré un potentiel énorme. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à la régie, au cadreur Mohamed Lamine Kaba et Sadou Bari, au réalisateur Mohamed de Camara, Maurice Sidibé, et à toute l'équipe de la rédaction ainsi qu'à nos téléspectateurs, notamment de Kamsar, Koundara et Yomo. lagine nyama tantuna wobe wota na rema gormo wati bini woyati mo ko wotul mati mo ko wa ko laydi ko do dimbe ko laydi to ngoni alhamdulillah rabbil alamin ala bara fere no fi def ngoma simanu sante ko nan lali kanora kamalde